C'est correct comme ça. C'est correct comme ça. Il doit y avoir 2 doigts. 2 doigts. Bien, merci. Regardez, c'est curieux. Quelques cigarettes, un petit chocolat, 2 œillets. Vous pouvez les essayer. Non, je veux juste savoir. Viennent-elles du Caucase? De Kizlyar, Daghestan. Daghestan? Excusez-moi, la forteresse est-elle tout droit? Le bus vient juste de passer. Les lettres polonaises sont barrées. C'est fou qu'une personne soit restée ici un mois, prête à se battre jusqu'à la mort. Salutations et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me trouve à Varsovie, la capitale de la Pologne, précisément à la gare routière de l'Ouest. Notamment car je vais traverser la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Vers Brest, une ville que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement. Pour l'importance qu'elle a eue pendant la Seconde Guerre mondiale, la forteresse de Brest et sa défense inlassable par les soldats soviétiques. Je suis aussi certain que si vous suivez l'actualité, beaucoup d'entre vous connaissent les récentes tensions accumulées au cours des derniers 6 mois, des dernières années, des dernières semaines et même des derniers jours. Parce que c'est quelque chose qui est actif à la frontière, précisément celle que je vais traverser aujourd'hui, que j'ai l'intention de traverser aujourd'hui entre la Pologne et la Biélorussie. La majorité de ces tensions provient du conflit en Ukraine. Même si, côté européen de l'Union européenne, la Biélorussie est accusée de faciliter l'entrée de migrants illégaux en Pologne. Cela a conduit le gouvernement polonais à prendre des mesures, et il a pratiquement fortifié et érigé d'énormes barrières, le long desquelles l'armée patrouille pour empêcher le passage de ces migrants illégaux. Ces tensions ont atteint un point tel que récemment, il y a quelques jours, selon le moment où vous regardez la vidéo, peut-être quelques semaines, mais bon. Le gouvernement polonais a autorisé l'armée, si elle se sent en danger, à utiliser la force létale contre ces migrants. C'est principalement parce qu'il y a peu de temps, un migrant a poignardé et tué un soldat polonais alors qu'il gardait la frontière. Cette mesure et d'autres, comme celle d'interdire l'entrée aux Russes avec leurs voitures, changent avec le temps. Au fur et à mesure que le conflit se prolonge, cela fait de cette frontière, de ce passage, une frontière terrestre assez difficile, assez chaude, que j'ai l'intention de traverser aujourd'hui, alors restez dans cette vidéo pour voir le résultat. Et si tout se passe bien, nous verrons la ville de Brest en détail. Allons-y. De tous les bus possibles, on a eu droit au plus rétro de tous. Ici, je vais devoir passer la nuit. D'accord, on s'assoit où on veut? Oui, le billet n'a pas de siège attribué. Bien. Est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Non, là, il n'y en a pas. Bien, je comprends. Premier arrêt prolongé sur le trajet. Nous sommes finalement partis de Varsovie à 10h et il est 2h du matin. Nous venons d'arriver à la frontière, du côté polonais. Il semble que j'ai mal calculé le temps que nous allions mettre. Bon, voilà mon bus. Comme vous pouvez le voir, on dirait que c'est un bus interurbain. Putain, impossible de dormir. Enfin, mais ce n'est pas le pire. En montant dans le bus, j'ai demandé au chauffeur combien de temps jusqu'à la frontière. Il dit « Rien, 3 heures ». Je réponds « Ah, d'accord. Après, ce sera peut-être 2 ou 3 heures de plus selon la chance. » Il répond « Qu'est-ce que tu racontes ?» Moi, pour venir ici, j'ai mis 21 heures. 21. Il dit que les Polonais vont vite, mais que du côté biélorusse, il vérifie un peu tout. Espérons que ce soit rapide et qu'on ne reste pas ici 21 heures. Je pensais arriver à 6 heures du matin à Brest, et il me semble qu'avec les calculs du conducteur, on va arriver à 9 heures du soir, ou à 10 heures. Ça y est, on a réussi. Salutations depuis Brest. Il est environ 11h15. En ajoutant 1 heure de décalage entre la Pologne et la Biélorussie, ça fait un total d'environ 12 heures depuis que je suis parti de Varsovie. 3 jusqu'à la frontière et le reste à la frontière. À 2h, j'ai filmé l'arrêt à la frontière polonaise. À 4h30, nous l'avions franchi. Le reste s'est déroulé à la frontière biélorusse. En effet, comme l'avait dit le conducteur, il y avait beaucoup de citoyens ukrainiens. On leur fait un contrôle plus poussé, on demande la carte d'immigration et on pose plus de questions. Ils contrôlent également tous les bus. Et bon, à cette époque, qui est début août, les gens partent en vacances et les bus sont aussi pleins. Non. C'est sûrement le trajet le plus long que j'ai fait pour passer d'un pays de l'Union européenne à la Russie ou la Biélorussie. Donc j'ai pu voir, en me penchant par la fenêtre, je n'ai pas pu filmer grand-chose car il y avait beaucoup de barbelés, des clôtures bien hautes.
Comme je le disais au début de la vidéo, il s'agit de freiner la migration massive et illégale. Je dois prendre une douche, trouver une auberge et commencer à explorer Brest. Je veux vous la montrer. Le chauffeur m'avait fait peur, donc au final, en tout, 12 heures de passage à la frontière. Mais ça aurait pu être pire, ça aurait pu être 24, alors on ne va pas se plaindre. Et maintenant, continuons avec la vidéo. Bonjour, de nouveau depuis Brest, le matin suivant notre arrivée. Comme vous pouvez l'imaginer, dès que nous sommes arrivés à l'hôtel, n'ayant pas dormi, puis après plusieurs heures de sommeil, il était déjà tard. Mais j'ai eu le temps de m'acheter une chemise typique, un vêtement national biélorusse que je porte aujourd'hui. J'ai voulu commencer la vidéo ici, à la gare de Brest, parce que ce bâtiment a vraiment attiré mon attention. On voit tout de suite la différence entre un pays de l'Union européenne et la Biélorussie, n'est-ce pas ? Un fort passé communiste toujours présent. Ici, il y a les reliefs et décorations qu'on retrouve aussi en Russie. Les faucilles, les marteaux, les étendards et d'autres insignes, dont un marteau et un marteau mécanique. L'architecture me rappelle l'un de ces bâtiments soviétiques de l'époque stalinienne. On pourrait dire qu'il y a une certaine ressemblance, avec cette étoile qui couronne le bâtiment, à l'une des 7 sœurs de Staline à Moscou, mais en bien plus petit. J'ai observé ces colonnes impressionnantes. Ceci, c'est la façade principale, mais ensuite, il y a d'autres façades valent aussi le détour et l'intérieur est superbe. Si vous êtes dans le coin, la visite de la gare de Brest est incontournable. Nous allons enfin faire ce que je voulais faire hier. Nous allons mettre le cap vers la forteresse. Regardez, les fans de russe remarqueront que c'est du biélorusse. Vaksal Stanzi, ces caractères sont spécifiques aux Biélorusses. Et en fait, comme on est dans une zone pratiquement à la triple frontière, Brest se trouve à côté de la Pologne et aussi près de l'Ukraine. Et cela a toujours été historiquement un endroit où de nombreuses langues se sont mélangées. Comme vous le savez, les langues ne se divisent pas selon les frontières actuelles, à moins qu'il ne s'agisse d'une langue d'un peuple qui est resté isolé pendant de nombreux siècles. En général, ce sont des langues qui se mélangent et qui se fusionnent, et la langue biélorusse possède certaines caractéristiques, comme l'ukrainien. Et de la même manière, elle partage aussi certains mots avec le polonais. Ces terres furent autrefois partagées entre divers royaumes, dont la République des deux nations lituano-polonaises. Dans cette inscription, nous avons déjà les premiers indices de ce qui nous attend maintenant. Des premières heures de l'opération Barbarossa, les premières heures de l'invasion allemande de l'Union soviétique. Ici, on honore la mémoire des premiers combattants qui ont accompli leur devoir de manière héroïque à la gare de Brest. Les tâches de défense, les efforts de défense contre l'armée nazie. Et ici, vous avez un buste de Lénine, avec l'inscription indiquant qu'en juillet 1900, lors de son exil, il laissa passer par ici. Par cette gare de Brest, comme vous pouvez le voir, elle est pleine d'histoire, cette gare de Brest. On commence fort. Merci. Passer une belle journée. Mickey Mouse soviétique distribuant des tracts. En nous promenant dans les runts de Brest, nous retrouvons à nouveau ce type de plaque. Elle est placée sur l'ancien hôpital de la Grande Guerre patriotique, soit la Seconde Guerre mondiale, et qui a servi d'hôpital pour les blessés de l'armée rouge. Depuis 1944, de septembre 1944 jusqu'en mars 1945. Si jamais vous avez l'occasion de venir à Brest ou de visiter la Biélorussie, vous verrez que c'est super tranquille. Je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai. Très propre et tranquille. Les gens se promènent calmement dans la rue, sans bruit, à leur rythme. Eh bien, je ne connais pas très bien la Biélorussie. J'ai été à Omiel et maintenant à Brest. Mais c'est ce que je ressens, je vous le dis. Très verte aussi, presque toutes les avenues sont bordées d'arbres ou de promenades avec des jardins. Cela la rend rafraîchissante et lui donne une odeur unique. En été, tout est vert, l'odeur naturelle est très présente. Dommage que vous ne puissiez pas le sentir via la caméra, mais croyez-moi, l'atmosphère est fraîche. Regardez cette mosaïque soviétique que je viens de trouver, de l'année 81, signée par I. Krupski. Il semble y avoir 3 athlètes, 2 hommes et une femme avec un drapeau ou similaire. Je ne sais pas, mais c'est très joli. Même si je n'ai pas beaucoup de temps pour faire du shopping, parce que le temps commence déjà à me manquer. Je veux passer voir le marché central de Brest, même rapidement, pour voir ce qu'on y trouve. C'est un de ces marchés typiques avec une semi-coupole. Et voilà, vous pouvez déjà voir, ce sont les rues adjacentes, avec des petites stands classiques de toutes sortes. Ici, des cosmétiques, de la nourriture, là-bas au fond, des pastèques et des melons. Nous allons maintenant entrer par l'une des portes d'entrée.
Nous sommes déjà à l'intérieur, il reste quelques heures avant la fermeture, donc c'est moins agité que le matin. Voyez comme les jours rallongent. Oh là là. Excusez-moi, d'où viennent ces pastèques? Vous pouvez les goûter. Non, non, je veux juste savoir. Viennent-elles du Caucase? De Kizlyar, Dagestan. Daghestan. Dagestan, de Kizlyar. Kizlyar, bien. Elles ont l'air délicieuses, merci beaucoup. Du Caucase, du Daghestan. Elles arrivent ici comme l'an dernier. Ces terres s'y prêtent bien. Ce type de fruits, ils les exportent partout dans l'ancienne Union soviétique. Voici la galerie mentionnée à l'intérieur, celle de la semi-coupole. Regardez, ici vous avez toutes ces branches pour le sauna. Avec ça, on te fouette là-bas, comme on dit. Quand tu es dans le sauna, on te fait comme un massage, c'est génial, ça te remet à neuf. Par contre, tu rougis intensément, tous tes pores s'ouvrent, souvent à cause des feuilles de bouleau. Je ne savais pas que le dôme était en bois, il est immense. Magnifique marché soviétique classique, avec ses petits stands délimités derrière moi. Et généralement, ce qu'on trouve dans cette zone fermée, ce sont des produits laitiers, des viandes, des poissons, enfin bref, vous pouvez trouver de tout. Aussi des produits d'Ouzbékistan, des épices, des jouets variés, toutes sortes de thé et de pommades. On ne va pas s'attarder, je pense qu'on peut déjà considérer cette visite rapide du marché comme terminée. Vous savez que sur cette chaîne, on adore explorer les marchés. Cette rue si jolie, avec tant de lanternes, dans le style du 19e siècle, début du 20e siècle, s'appelle la rue soviétique. Traduit ainsi, si vous le remarquez, c'est du biélorusse. En russe, il y aurait un O à la place du A. Comme je l'ai mentionné plus tôt, dès le début de la promenade, on voit que l'esprit soviétique demeure, ou du moins sa mémoire. Et pourquoi pas, l'esprit aussi, sûrement chez les personnes les plus âgées. Excusez-moi pour la forteresse, c'est tout droit. Oui, Savez-vous combien de temps à pied? le bus vient juste de passer. Bon, alors à pied. À pied est alors? Merci. En approchant de la forteresse de Brest, j'ai découvert le musée du chemin de fer sur la route. Ce qui m'aide aussi à vous expliquer l'importance de ce lieu. Et en effet, Brest, selon les mots de l'empereur Alexandre III, était la porte occidentale de l'Empire russe. Et c'est pourquoi de nombreux efforts ont été consacrés à faire en sorte que cette porte occidentale soit à la hauteur de ce nom. Comme vous pouvez le voir, ici sont exposées toutes sortes de locomotives et de trains de toutes les époques. La gare de Brest, ouverte en 1886, a été démolie. Au début de la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale. Construite en 1941, elle fut reconstruite dans les années 1950 dans le style stalinien. Cette importance ferroviaire est l'une des raisons pour lesquelles les Allemands ont décidé d'attaquer en premier lieu cette ville. Regardez comme c'est curieux. Vous voyez ce panneau? Non, avec les directions. Varsovie, Minsk et Kobiel. Si vous regardez en détail, vous verrez que l'inscription polonaise, les lettres polonaises, sont barrées. Je suppose qu'en raison des tensions actuelles, nous approchons déjà du fort de Brest. Vous voyez déjà ici un thème militaire. Les stands typiques de souvenirs et de glace. Et nous y sommes déjà, je vais m'approcher là-bas. L'un des fossés qui entourent cette sorte d'île, car la forteresse de Brest avait un fossé qui rendait sa conquête encore plus difficile, si possible. La forteresse a été construite au milieu du 19e siècle, en 1850, et elle était faite pour résister à toutes sortes d'attaques et de bombardements. Elle possédait des sous-sols, des bunkers, des murs de 10 mètres d'épaisseur, des casemates et des postes défensifs partout. Et elle avait une capacité d'accueil totale de 12 000 personnes. Eh bien, la voici, nous sommes arrivés, nous sommes accueillis par cette étoile impressionnante qui est sculptée dans ce mur immense. On commence déjà à entendre les secondes de l'horloge typique qui sonne lorsqu'on célèbre ou commémore la Seconde Guerre mondiale ou la Grande Guerre patriotique ici en Russie, et c'est la minute de silence. Nous entrons dans un lieu très important, l'idiosyncrasie soviétique. En fait, on ressent une atmosphère solennelle. Cela me rappelle beaucoup lorsque j'ai visité Stalingrad. Toute la disposition, simplement en voyant l'entrée. À l'entrée, en traversant l'étoile, se trouve une plaque commémorative. Le 20e anniversaire de la défense de la forteresse de Brest. Le décret du Conseil suprême de l'Union soviétique par lequel la ville ou le lieu est déclaré héros. À la forteresse de Brest, au total, aujourd'hui, il y a 12 villes héroïques, comme
Moscou, Leningrad, Toula, Sébastopol, Kerch, Stalingrad, enfin, aujourd'hui Volgograd, et la forteresse de Brest en fait partie. Vous pouvez voir toutes ces villes entourent le Kremlin, et c'est quelque chose qui reste très présent aujourd'hui. À l'arrivée en avion, bus ou train, dans l'une de ces 12 villes, on la présente toujours comme la ville héroïque, c'est l'origine. La défense inlassable, dans ce cas, des soldats qui étaient dans la forteresse de Brest face à l'agression allemande, comme l'indiquent maintenant ces plaques. Plus concrètement, regardez comment c'est écrit. L'héroïsme massif et la virilité massive sont devenus un symbole pour tout le peuple soviétique. Attention, ici Moscou, aujourd'hui 22 juin 1941 à 4 heures du matin, sans faire aucune réclamation à l'Union des républiques socialistes soviétiques, sans déclaration de guerre, des troupes régulières de l'armée allemande ont envahi notre pays. Ils ont attaqué nos postes frontières depuis la Baltique jusqu'à la mer Noire. Le 22 juin 1941, l'invasion par les troupes allemandes de l'Union soviétique commençait, rompant ainsi le pacte de non-agression entre les deux puissances. Après que Hitler eut dévasté, avec ses troupes et les techniques de la guerre éclair, la moitié de l'Europe occidentale, il se dirigea vers l'ouverture d'un front oriental en Europe, et ce front oriental, dans les premiers jours, incluait l'opération d'attaque de la forteresse de Brest. Voici comment débuta l'opération Barbarossa. L'artillerie, l'aviation et l'infanterie mécanisée attaquaient l'Union soviétique à l'aube de ce 22 juin 1941. Les soldats qui étaient ici, postés dans la forteresse de Brest, savèrent que le jour où ce moment arriverait, celui de l'invasion allemande. S'il arrivait cela, ils seraient les premiers à réagir à cette agression. Bien qu'il y ait eu une capacité de 12 000 soldats dans la forteresse, on estime qu'il n'y avait que 7 000 à 8 000 personnes, soldats et civils compris. La majorité des soldats, en fait, venaient du Caucase, en particulier de Tchétchénie et d'Ingouchie. Quand j'étais en Ingouchie, si vous pouvez aller voir la vidéo et que cela vous intéresse, vous pouvez la regarder. J'ai visité le mémorial de la Grande Guerre patriotique, où se trouvait aussi un petit monument au dernier survivant de la défense de la forteresse de Brest, qui était considéré comme le dernier survivant, Ingouch. Exactement avec ce type de briques visibles ici. Nous allons acheter un petit bonnet pour visiter la forteresse de Brest dans de bonnes conditions. Y a-t-il une grande taille? Une encore plus grande. Je regarde, donne-moi une seconde. Oui, excusez-moi. Un peu plus grand. Tenez. Merci. C'est bien mis comme ça? Voyons voir. Comme ça, c'est correct. Comme ça, c'est correct. Il doit y avoir 2 doigts. 2 doigts. Bien, merci. Tenez. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Nous avons déjà le petit bonnet, nous pouvons donc visiter la forteresse de Brest. Vous avez remarqué qu'il a dit 2 doigts. Je crois que c'était une règle vestimentaire. Lors de l'inspection par les supérieurs, il fallait avoir 2 doigts. Qu'y a-t-il ici? C'est une catacombe ou un bunker? Quelque chose comme ça, oui. C'est écrit là sur un panneau. Merci. On voit bien que c'est l'un des endroits les plus visités, surtout par des touristes russes, un lieu où ils viennent rendre hommage, surtout en cette période. Je viens d'arriver devant la statue principale de ce mémorial, avec la flamme éternelle et une inscription. Ils sont restés jusqu'à la mort ou ont tenu jusqu'à la mort. Gloire aux héros. Là-bas derrière, on a toutes les villes héroïques et ce morceau de statue avec le symbole communiste, avec un visage qui montre qu'ils n'allaient pas se rendre. À l'aube du 22 juin 1941, les Allemands ont lancé l'attaque. Ils pensaient conquérir rapidement la forteresse de Brest, s'attendant à ce qu'elle soit déjà tombée pour le dîner. C'est devenu un combat acharné. Ils se sont retranchés, ont reçu des vivres et repoussé toutes les attaques, qu'elles viennent des soldats allemands par bateau sur le fleuve ou par terre. 2 jours plus tard, malgré un ultimatum, ils ont refusé de se rendre. Désemparés pour ainsi dire, les hauts commandements ont décidé de le bombarder avec des bombardiers en piqué. Les célèbres Stuka ont bombardé la forteresse pour faire s'effondrer les toits,
sur les soldats, mais ceux-ci ne se sont pas rendus. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'un petit groupe s'est rendu, car plusieurs poches se sont formées tout au long de la forteresse. 1 semaine plus tard, c'est officiellement que la conquête de cette forteresse par les troupes nazies a été déclarée. Derrière ce gigantesque buste, on voit ce qui reflète les débuts de cette attaque. Les troupes s'organisent, rassemblent des vivres, des armes, d'autres partent à l'attaque, d'autres épuisés sous les décombres, écrasés, sortant comme ils peuvent, des artilleurs, des mitrailleuses. On estime que les pertes soviétiques se sont élevées à 2000, contre à peine 400 du côté allemand. Des troupes pratiquement d'élite, d'assaut, et même si le rapport est si défavorable pour les soviétiques. Ne pensez pas que cela n'a pas impressionné les troupes et les hauts commandements de en Asie, car ils pensaient que que cela allait être comme un couteau dans du beurre, qu'ils allaient entrer comme un couteau dans du beurre, qu'ils allaient entrer et que les autres 50 allaient se rendre. Rapidement, en quelques heures, il s'est avéré que c'était l'inverse. Il y a eu 7 jours de combats acharnés jusqu'à ce qu'ils la conquièrent officiellement. Et cela est devenu un symbole de résistance pour encourager les troupes soviétiques pendant tout le reste du conflit. Non, la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique. Voici une autre plaque, une autre inscription dédiée à Alexei Fyodorovitch Naganov, sur laquelle il est écrit qu'il est mort sous les tirs alors qu'il se trouvait dans la tour de garde, dans la tour de guet de Terespol. C'est celle-ci qui est la porte de Terespol, puisque Terespol, qui se trouve actuellement en Pologne, est la frontière que j'ai traversée l'autre jour. Elle est là, de l'autre côté de cette rivière que vous ne voyez pas, et de ce petit bois là-bas, c'est la Pologne. Ici, un autre monument, un autre mémorial dédié aux héros de la frontière, aux femmes et aux enfants, et aux hommes, à leur résistance immortelle et infatigable. Quelle curieuse inscription. Ici, il est écrit « Le 15 juillet 1941, dans cette tour de Terespol. L'un des défenseurs de la forteresse de Brest s'est suicidé avec une grenade, tuant un groupe de fascistes. Et bien plus qu'il ne s'est suicidé, il a fait exploser une grenade à côté d'un groupe de fascistes, qu'il a ainsi neutralisé. Toutes ces actions, comme celles que nous venons de voir, sont celles qui ont ensuite glorifié les défenseurs de la forteresse de Brest. En fait, il y a une histoire particulière concernant un défenseur, en l'occurrence le major Gabrilov, qui a résisté pas moins d'1 mois, caché dans différentes parties de la forteresse. Et les Allemands, voyant le courage avec lequel il s'était battu, l'ont gardé comme une sorte de trophée. Il a passé le reste de la guerre comme prisonnier dans un camp de concentration allemand. Plus tard, il retournerait en Union soviétique pour parcourir le pays et raconter ses exploits. Il a finalement reçu le prix de héros de l'Union soviétique. Mais seulement après la mort de Staline, car il était interdit de donner ou de remettre cette distinction de héros de l'Union soviétique aux soldats qui avaient été prisonniers de guerre. Au début de l'invasion, il avait sous sa responsabilité 400 hommes, dont la grande majorité a péri. Ils ont mené ce type d'action avec des grenades, attaqué furtivement des groupes de soldats allemands, et de petites escarmouches qui rendaient les soldats fous et qui les impressionnaient par leur attitude infatigable à ne jamais se rendre. Waouh, les murs de la forteresse vont-ils toujours bien ? Je ne sais pas, certaines parties semblent avoir été reconstruites, mais le reste... Pouvez-vous imaginer à quoi cela ressemblait après tant de bombardements et d'attaques d'artillerie ? Et voici la rivière Boug, celle qui sépare la Pologne de la Biélorussie et que les Allemands ont essayé de traverser le matin du 22 juin 1941, cette même rivière. C'est par ici que les soldats allemands traversaient avec des embarcations cherchant à conquérir la forteresse. Voici le détail de la carte. Voici la forteresse et son territoire, avec ses saillies en forme de pointe que vous voyez. Et là où se trouvent les principaux monuments, c'est ce qu'on appelle la citadelle. Maintenant, elles sont murées, mais vous voyez que même cette citadelle était équipée de plein de trous pour les tireurs, comme celui-ci ici. Un autre exemple de la façon dont elle était bien préparée pour défendre contre une attaque. Une autre inscription dans la citadelle, aux défenseurs d'un bataillon du commissariat du peuple aux affaires intérieures.
Presque à la fin du territoire de cette forteresse de Brest, je me dirige maintenant vers les écuries où il a livré sa dernière bataille, le major Gavrilov, dont je vous ai déjà parlé. C'est bien ici. Pour vous donner une idée, c'est déjà aux limites du territoire. Ceci est déjà en dehors, comme vous pouvez le voir, de ce qui est le circuit de visite. Et c'est un peu abandonné. Voyons si j'arrive à aller quelque part. C'est juste pour vous donner une idée de la vue intérieure de ces fortifications. Ce n'est pas exactement l'endroit où Gavrilov s'est battu, mais c'est l'antichambre. J'imagine qu'ici il y avait des bureaux, des locaux ou des entrepôts, peu importe. Regardez, c'est étrange. Des cigarettes, un chocolat, 2 œillets. Chaque fois qu'on offre des fleurs, un nombre pair est en l'honneur de quelqu'un de décédé. Et le ruban de Saint-Georges est le ruban utilisé pour commémorer la mémoire des soldats peu tombés et de tous les morts de la Grande Guerre patriotique. Par ici, on dirait bien qu'on a trouvé la cachette, la dernière cachette, parmi les nombreux où le major Gavrilov s'est trouvé. Alors qu'il était déjà caché depuis presque 3 semaines depuis le début de l'attaque allemande avec son groupe de soldats, et finalement, restant seul, il est arrivé à ce bâtiment qu'il a reconnu et cela lui a fait très plaisir. Il savait qu'il pouvait s'échapper d'ici et tenter de traverser la rivière, mais il a échoué. Comme je vous l'ai dit, à son arrivée, il a reconnu les écuries d'un détachement d'artillerie et a vite organisé sa cachette. Il lui restait 5 grenades et il avait un chargeur avec un pistolet automatique, qu'il comptait utiliser jusqu'au bout. C'était son intention, se défendre jusqu'à la mort. Une cachette a été organisée et il a été décidé que, ici, je ne sais pas où exactement, les gardiens de l'écurie et les artilleurs déposaient le fumier des chevaux. Ce qu'il a fait, c'est l'emmener dans un coin où il avait une bonne visibilité sur le canal et il a repéré un campement d'Allemands de l'autre côté de la rive. Il est resté ici 3 jours sans manger, buvant de l'eau stagnante. Celle que vous voyez ici, je ne sais pas si ça se voit, mais elle est vraiment très stagnante. Et c'est ainsi qu'il a survécu jusqu'à ce que la faim ne lui laisse presque plus la force de vivre. Et il est allé chercher quelque chose à manger, un peu de paille ou un peu d'orge qu'il donnait aux animaux. Finalement, il a trouvé du fourrage, ce qui lui a permis de tenir 5 jours de plus. Il est resté caché ici plus d'1 semaine jusqu'à ce qu'il ait très mal au ventre, selon les chroniques, et en retenant ses gémissements, à un moment il s'est évanoui, les gémissements lui ont échappé et une patrouille allemande l'a repéré. En réalisant cela, il a rassemblé ses forces et, se croyant déjà mort, a décidé de se battre jusqu'au bout. Voyant les Allemands, il leur a lancé des grenades et tiré dessus, blessant ou tuant certains. Les Allemands étaient perplexes, car 1 mois avait passé et ils avaient déjà pris la forteresse depuis des semaines. Ainsi, il a mené un combat contre le groupe de renfort, qui était venu ensuite pour le traquer et l'éliminer. Au milieu des fusillades et échanges de grenades, une grenade est finalement tombée près de lui, là où il était posté ainsi, caché dans le fumier, et il s'est évanoui. Quand il était évanoui, les soldats allemands l'ont capturé et l'ont emmené prisonnier. Mais il a survécu, miraculeusement. Il a survécu et il est enterré, comme je le disais, ici, de l'autre côté du canal. Il y a un cimetière de nombreuses personnalités, de nombreux soldats de la défense de la forteresse de Brest. Et il est là. C'est incroyable de penser que ici, une personne a tenu 1 mois dans des conditions épouvantables, avec l'idéal de lutter jusqu'à la mort, jusqu'au bout. En lisant les chroniques de sa survie héroïque, cela m'a fait sourire. Il était écrit que, lorsqu'il a trouvé cette nourriture, non, un de ces jours-là, quand il a trouvé la nourriture. Quand il a réussi à se cacher ici et à survivre, et à se sentir en sécurité, il était écrit que de joie, il s'est enivré. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais bon, quand on est seul déjà face à la mort, j'imagine que ça a tout son sens. En plus, dans cette situation, imaginez-vous complètement entouré d'Allemands, plongé dans le fumier, affamé, désespéré. Cette ivresse a sûrement eu un goût de gloire pour lui. Du sommet de cette construction, aujourd'hui envahie par la végétation, le major Gavrilov a survécu. Nous allons conclure la visite de la forteresse de Brest et je retourne vers le centre.
De retour à la civilisation, je viens de tomber sur un autre mémorial dédié, dans ce cas, non pas à la défense de Brest, mais à tout ce qui est la Grande Guerre patriotique, surtout, si je ne me trompe, aux partisans. Eh bien, c'est un cimetière pour tous les héros de la Grande Guerre patriotique, tombés au combat pour l'honneur, la liberté et l'indépendance de notre patrie. Gloire éternelle. C'est qu'ici, en Biélorussie, à l'arrière-garde allemande, ici, le mouvement des partisans de sabotage et de lutte contre l'invasion allemande s'est le plus développé. Eh bien voilà, nous sommes revenus au point de départ de cette vidéo. Voilà la gare de Brest. Et l'endroit que j'ai choisi de visiter n'est autre qu'un stand de kebab dans la rue. C'est ici que je veux terminer la vidéo d'aujourd'hui. On pourrait appeler cette section la section kebab du monde avec Caminante Roro. Hier, je l'ai goûté, ça m'a surpris. Je veux partager ça avec vous. Allons-y. Bonjour à nouveau. Salut. Eh bien, un normal grand. Et du thé aussi, s'il vous plaît. En espèces. Et du thé, n'est-ce pas? Oui, et du thé vert aussi. Ça fait combien pour tout? 3,30 €. Tu vis ici depuis longtemps? 4 ans. 4 ans? Et alors, c'est mieux ici ou en Égypte? Quelle est la différence? Ça dépend si tu te reposes. Si je veux me reposer, l'Égypte c'est mieux. Par contre, pour vivre, travailler... Tu vis ici avec ta famille? Non, pas encore. Étudiant? Oui. Étudiant, oui, génial. Le thé. Ah, le thé, merci. As-tu besoin de sucre? Ce n'est pas nécessaire. Parfait, mon frère, merci. Eh bien, nous y voilà, avec notre collègue égyptien qui nous a servi. Je suis resté un moment à discuter avec lui, un étudiant égyptien. Mais regardez ça, pour 3 balles, je voulais vous le montrer. Une baguette de kebab, c'est le plus grand kebab que j'ai jamais mangé. Je crois que jamais dans cette série, et en plus c'est moins cher, pour 3 €. Allez, on y va, à votre santé. Incroyable, au poulet. Avec du chou, une sauce au yaourt, avec des herbes aussi, et il ne faut pas oublier le concombre. C'est assez simple. Bon, et le pain, vous pouvez déjà le voir, très fin, pain typique de Durum, rien d'extraordinaire, mais bon, comme vous savez que j'aime goûter les kebabs un peu partout, je ne pouvais pas passer à côté. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Demain, une nouvelle journée nous attend vers la capitale de la Biélorussie, vers Minsk. On se retrouve là-bas, mais dans une autre vidéo. Ciao. Et le compteur, celui-ci ressemble vraiment à celui du métro de Moscou. C'est la référence, vous voyez, la fréquence. Dans cette promenade de mosaïque, il y a aussi celle que j'ai découverte, plutôt bien cachée. Voici la cité de la culture, où vous découvrez diverses danses traditionnelles. Voici les 3 coureurs.